Un bourdonnement sourd emplissait la grande chambre circulaire du conseil de Nexus Prime. L'immensité du lieu, pourtant conçu pour inspirer l'unité, vibrait d'une tension palpable. Dans les gradins s'étendaient 47 délégations d'espèces galactiques. Des silhouettes chitineuses, couvertes de chitine irisée, s'agitaient près de formes vaporeuses, tandis que des créatures semblant jaillir des forêts primordiales prenaient place aux côtés d'êtres aux yeux multiples ou de nuages pensants. Au centre du cercle, l'ambassadeur Zaktar, à la peau d'un bleu profond, se dressait, drapé dans une toge qui ondulait comme la surface d'un océan. Sa voix s'éleva, claire et ferme, brisant le murmure croissant. Amis de la galaxie, nous avons un problème. Depuis 3 siècles, les humains se cachent dans leur coin d'espace. Ils refusent tout contact, tout échange, toute entrée. Une vague de réactions traversa l'assemblée, puis un bruit sec retentit. Le capitaine Jorik, un Zentari massif à la peau écailleuse, abattit sa griffe sur son pupitre, faisant trembler la structure d'alliage. « Pourquoi s'en soucier ?» grogna-t-il, sa voix rauque s'étirant sur chaque mot. « Il contrôle 12 systèmes. Nous en tenons des milliers. » Dr Velmoth, de la délégation Kari, s'avança dans la lumière. 6 bras fins s'agitaient autour d'elle, ses mandibules résonnaient en cliquetis nerveux. Parce qu'ils sont la seule espèce jamais conquise, jamais comprise. Nous avons tous essayé, la force, la persuasion, la ruse. À chaque fois, c'est l'étrangeté qui l'a emporté. Le silence s'abattit d'un coup. On devinait dans les regards les souvenirs de vaisseaux disparus, de missions revenues brisées, d'explorateurs murmurant d'anciens avertissements. Les récits de rencontres humaines n'étaient que fragments d'horreur et d'incompréhension. Zaktar prit une inspiration grave. Il y a 3 jours, un vaisseau humain est tombé en panne près de la station Kepler. L'équipage a demandé de l'aide, première fois depuis 50 ans. Sur l'immense écran flottant, le visage de Jake Morrison apparut. Un humain, les cheveux bruns, le regard doux, vêtu d'un uniforme bleu sans insigne ni grade. La simplicité de son apparence contrastait violemment avec la complexité de sa présence. Le vaisseau de Morrison, poursuivit Zaktar, utilise une technologie que nos meilleurs ingénieurs n'arrivent pas à comprendre. Les matériaux sont courants, mais l'assemblage, impossible. Velmoth, les yeux multiples brillants d'une lueur inquiète, ajouta d'une voix sifflante. Son activité cérébrale ne ressemble à rien de connu. Les télépathes se plaignent de migraines. Les capteurs énergétiques saturent dès qu'ils bougent. Un rire nerveux jaillit du capitaine Joris, tentant de briser la nervosité ambiante. Nous avons peur d'un vaisseau en panne. Zaktar secoua la tête, sérieux. Pas peur, curieux. Les humains répondent poliment à chaque question, mais jamais à la seule qui compte. Pourquoi s'isole-t-il. Il marqua une pause, laissant la question planer au-dessus de l'assemblée. Puis, d'une voix plus grave encore. Hier, 2 autres vaisseaux humains sont arrivés. Le docteur Lisa Parker et le commandant Rick Hayes. Les visages s'affichèrent à l'écran. Parker, chevelure rousse flamboyante, regard d'émeraude, blouse blanche de scientifique. Hayes, cheveux gris, visage taillé à la serpe, uniforme vert sombre, posture inébranlable. Parker a réparé le moteur de Morrison à mains nues, expliqua Zaktar. Hayes, désarmé, a été enregistré comme l'être le plus dangereux de la station. Nos gardes ont ressenti nausées, hallucinations auditives, panique inexpliquée. Les 3 vaisseaux humains, impeccablement synchronisés, quittèrent la station sous les regards incrédules. Avant leur départ, Parker a proposé son savoir médical, à condition que nous arrêtions de les espionner. Elle connaissait chaque mission secrète, chaque agent, chaque vaisseau. Le capitaine Jorik, blême, articula d'une voix étranglée. « Comment ?» Zaktar resta silencieux un instant, scrutant la salle. « Nous devons savoir. J'appelle à une mission diplomatique vers l'espace humain. » À peine les mots prononcés, le vote se fit sans hésitation. L'unanimité. Les plans s'élaboraient déjà, les délégués échangeant des regards tendus, tandis que les hologrammes de vaisseaux flottaient autour du centre. Alors que la foule se dispersait, Zaktar resta seul,
le regard perdu vers la voûte étoilée qui dominait la salle. Les étoiles de l'espace humain brillaient, mystérieuses, inaccessibles. La vérité les attendait peut-être là-bas, mais à quel prix? L'aube du départ ne serait que le commencement. 6 vaisseaux filaient dans le vide intersidéral, leurs coques effilées, luisant sous les lumières pâles des étoiles. Leurs silhouettes métalliques, hérissées de tourelles, d'antennes et de capteurs, coupaient l'obscurité comme une phalange de prédateurs. Ordonnés, ils se maintenaient à distance égale, chaque manœuvre exécutée avec une précision militaire. Au centre de la formation, le vaisseau de guerre Zintari imposait sa présence, plus massif, bardé d'armes, à l'aspect redoutable. Sur la passerelle de commandement, le capitaine Jorik se tenait droit, presque figé, sa queue balayant nerveusement le sol poli. Les écrans affichaient la progression de la flotte, les silhouettes alliées et les relevés de bord. Il s'approcha de la console de communication, sa voix grave résonnant dans le silence tendu. « À tous les vaisseaux, ralentissez. Coupez les armes. Nous venons en paix. » Les ordres furent relayés d'un pont à l'autre, et aussitôt, les moteurs réduisirent leur poussée. Les systèmes d'armement se mirent en veille, les voyants rouges s'éteignant lentement. Pourtant, la tension ne faiblit pas. Même désarmés, ils pénétraient dans l'inconnu. Dans le laboratoire scientifique du navire principal, Dr Velmoth, les yeux fixés sur ses moniteurs, scrutait les données. Les instruments bourdonnaient, les capteurs enregistraient des variations anormales, des pulsations d'énergie qui n'avaient rien de naturel. Elle murmura, ses mandibules vibrant d'inquiétude. L'espace ici, il n'est pas stable. On dirait qu'il est vivant. Ses 6 bras pianotaient sur les écrans, cherchant une explication rationnelle à ce qui défiait toute logique scientifique. Soudain, une déchirure silencieuse fendit l'espace devant la flotte. 3 petits vaisseaux surgirent de nulle part, comme s'ils s'étaient matérialisés à partir du vide lui-même. Leur apparence était déroutante, coque grise, sans aucun insigne, ni canon visible, ni ornement. Ils paraissaient presque primitifs à côté des croiseurs galactiques. Un signal grésilla sur toutes les fréquences, brusque et autoritaire. Vaisseau inconnu, ici lieutenant Danny Cooper, force de défense humaine. Vous venez d'entrer dans un espace restreint. Expliquez votre présent. Jorik redressa la tête, serrant les mâchoires. Il répondit, la voix solennelle. Ici le capitaine Jorik, flotte du Conseil galactique. Nous cherchons un contact pacifique. Un silence pesant s'installa, puis la voix du lieutenant Cooper revint, implacable. Aucun vaisseau étranger n'est autorisé sans accord du commandement terrestre. Cet accord n'a jamais été accordé. Dans le laboratoire, Velmoth analysait déjà les nouveaux venus. Elle fit défiler les relevés, la perplexité se lisant dans ses yeux multiples. Leurs vaisseaux sont à peine fonctionnels, siffla-t-elle. Bouclier faible, énergie dérisoire, moteur archaïque. Joris, toujours sur la passerelle, sentit pourtant une angoisse sourde s'insinuer en lui. Alors, pourquoi ai-je l'impression d'être menacé? Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses officiers. Le communicateur humain reprit, cette fois avec une étrange douceur. Capitaine, le niveau de stress de votre équipage grimpe rapidement. Gardez votre calme. Ici, les émotions fortes peuvent être dangereuses. Velmoth sursauta, interrogeant ses relevés. Comment savez-vous cela? À l'autre bout du canal, Cooper répondit avec un sourire perceptible dans sa voix. Nous avons une certaine sensibilité aux émotions. Sans bruit, les 3 vaisseaux humains glissèrent en avant, effleurant la formation galactique. Aucune poussée, aucun moteur. Simplement, un déplacement inexpliqué, comme si l'espace lui-même obéissait à leur volonté. Puis, sans avertissement, les systèmes d'armes de la flotte commencèrent à s'éteindre un à un. Un à un, les panneaux de contrôle s'obscurcirent. Les alarmes silencieuses clignotèrent. La panique commença à monter sur les ponts. Jorik rugit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un officier tactique, la voix blanche, hurla. « Nos systèmes ne répondent plus. Contrôle perdu sur l'armement, les boucliers, même la propulsion auxiliaire. » De l'autre côté, la voix de Cooper, d'une implacable sérénité. « Ne soyez pas alarmés.
Vos systèmes reviendront dès que vous aurez quitté l'espace humain. C'est une mesure de sécurité. Avant que quiconque ne puisse réagir, deux autres voix s'ajoutèrent sur la fréquence, sérénité et autorité mêlées. Sergent Rodriguez, force de défense humaine. Vous croyez que votre technologie fonctionne partout, mais votre science considère l'espace comme vide. Ici, il ne l'est pas. Un autre humain, la voix de Johnson enchaîna. L'espace humain n'est pas ce que vous imaginez. Vos instruments ne peuvent pas comprendre. Des dizaines de vaisseaux humains jaillirent alors, encerclant la flotte galactique. Leur apparition était silencieuse, presque irréelle. Aucun bruit, aucune onde détectable. Simplement, ils étaient là, un instant plutôt invisible, maintenant omniprésent. Un silence pesant s'abattit. Tous les membres de la flotte sentaient la pression étrange de l'environnement, une sorte de malaise viscéral, comme si leur esprit était oppressé par une force invisible. Puis, une nouvelle voix, grave et posée, se fit entendre. Commandant Sullivan. Je m'excuse pour cette attente. Je comprends votre curiosité. Mais notre isolement n'est pas un caprice. Il vise à protéger tout le monde, pas seulement nous. À ce moment précis, le malaise s'accentua. Des membres d'équipage signalèrent des douleurs au crâne, des vertiges, des sueurs froides. Certains entendaient des voix, des chuchotements qui semblaient jaillir de l'espace lui-même. Velmoth, pâle, sentit ses pensées se troubler. Ses souvenirs se mêlaient à d'autres qui n'étaient pas les siens. Sullivan poursuivit, sa voix enveloppante mais impitoyable. Ce que vous ressentez, c'est ce que tous les non-humains vivent ici. L'espace humain est dangereux pour les esprits étrangers. Alors, sans violence, sans menace, la flotte galactique fut doucement repoussée. Impossible de lutter, impossible même de résister. L'espace autour d'eux se pliait, comme une vague invisible, les guidant vers la frontière. Dès qu'ils franchirent la limite, les systèmes redevinrent opérationnels. Les symptômes disparurent, comme par enchantement. Jorik, haletant, se tourna vers la transmission, la voix éteinte mais vibrante d'un espoir désespéré. « Nous expliquerez-vous un jour ?» La voix du commandant Sullivan résonna, énigmatique. « Peut-être, quand la galaxie sera prête. » À cet instant, les vaisseaux humains disparurent, s'effaçant du radar comme s'ils n'avaient jamais existé. Sur la passerelle, un silence lourd s'installa. Chacun fixait l'obscurité où s'étaient trouvés leurs mystérieux adversaires, le cœur serré par une impression de vertige. Derrière l'apparente simplicité des humains se cachait un abîme de secrets, et la certitude d'avoir effleuré quelque chose d'immense, d'incompréhensible. Leurs esprits cherchaient encore à comprendre, mais déjà, une nouvelle crainte naissait dans leurs regards. Et si ce qu'ils avaient ressenti n'était qu'un avant-goût de la véritable nature de l'humanité? La lumière tamisée révélait à peine les contours de la salle secrète, quelque part dans les entrailles de Nexus Prime. Le silence était oppressant, brisé seulement par le bruissement de la cape du commandant Krix lorsqu'il entra. Sa silhouette Zentari, tout en muscles tendus sous une armure de combat sombre, trahissait la nervosité. Face à lui, Sininda l'attendait, immobile, la peau changeant subtilement de teinte à chaque respiration, prête à prendre la forme de n'importe quel être. Krix avança, les yeux plissés. « Les humains cachent quelque chose. Mon gouvernement veut savoir quoi. » Sinandal esquissa un sourire, son visage se brouillant un instant, comme une image mal réglée. « Nous avons développé une technologie furtive nouvelle génération, indétectable, même pour les humains. Découvrons ce qu'ils dissimulent. » Aucune autre parole n'était nécessaire. 1 heure plus tard, un petit vaisseau, invisible à tout système de détection connu, glissait silencieusement à la lisière du territoire humain. Krix pilotait, ses griffes dansant sur les commandes optiques, tandis que Sinindal surveillait les écrans, guettant le moindre signe d'alerte. Derrière eux, Kixtel, une Takari à la peau translucide, ajustait les capteurs, et Mardok, massif Borvani, vérifiait les enregistreurs de données. La coque du vaisseau vibrait d'un champ d'occultation si parfait qu'il absorbait lumière, ondes et chaleur. L'espace semblait les ignorer. Krix siffla,
concentré. Cible acquise. Colonie humaine, New Texas. 50 000 habitants, aucune défense visible. Sinindal activa la descente. Approche par le nord. On se pose en forêt, hors de toute ligne de vue. Le vaisseau s'enfonça dans l'atmosphère, traversant des nuages laiteux, puis se posa entre de hauts arbres, dans une clairière baignée de lumière dorée. Les 4 agents se glissèrent hors du vaisseau, enveloppés de capes de furtivité. Aucun bruit ne trahissait leur présence. À travers les feuillages, ils observèrent toute la ville. New Texas ressemblait à une bourgade terrienne d'un autre temps. Maisons en bois, rues larges, marchés animés. Les humains vaquaient à leurs occupations, le visage serein, ignorant tout danger. Kixtel, silencieuse, utilisa ses scanners. Aucun champ de force, pas d'armes, pas de drones, rien. Krix fronça les sourcils. Trop simple, trop calme. Ils avancèrent donc discrètement, longèrent une route de gravier. Au loin, dans un champ, un fermier d'âge mûr se tenait debout, immobile, les bras croisés. Devant lui, la terre se retournait d'elle-même. Des sillons parfaits se traçaient. Les graines jaillissaient, suspendues dans les airs, puis s'enfouissaient, comme guidées par une main invisible. Un instant plus tard, l'eau s'éleva du sol en un nuage de gouttelettes, retombant doucement en pluie sur les rangées de jeunes pousses. Kixtel murmura, perplexe. « Mes instruments n'indiquent rien. Le fermier ne bouge pas, aucune énergie détectée. » Plus loin, sur la place principale, des enfants jouaient. Ils riaient aux éclats, formant un cercle. Devant leurs yeux émerveillés, des pierres lévitaient, tournant en figures complexes, s'assemblant puis se dispersant comme des bancs de poissons. Aucun appareil, aucun exosquelette, aucune source d'énergie visible. Sinindal observa, fasciné. Ils manipulent la matière, mais il n'y a aucune signature énergétique. C'est impossible. Krix garda le silence, mais ses griffes tremblaient. Il sentit, malgré lui, une pointe d'inquiétude. Ils progressèrent jusqu'à un chantier. Un homme, la trentaine, portait une chemise ouverte et un casque de protection. À la seule force de son regard, il soulevait une poutre d'acier massive, la faisait pivoter et la déposait avec une précision chirurgicale sur une structure en construction. Les autres ouvriers, détendus, prenaient des pauses, plaisantaient, sans sembler impressionnés. Marduk, dont la carrure imposante n'avait jamais faibli devant aucune menace, balbutia. « Aucune espèce ne peut faire cela. Il doit y avoir une technologie cachée quelque part. » Sinindal, incrédule, vérifia à nouveau ses détecteurs. Rien, même pas un champ gravitationnel. C'est comme si la matière obéissait à leurs pensées seules. Dans un jardin voisin, un vieil homme à la barbe blanche et au chapeau râpé arrosait des plants de tomates en chantonnant doucement. Autour de lui, les fleurs s'ouvraient, les tiges s'allongeaient, les feuilles s'épanouissaient en une explosion de vie, mûrissant sous ses yeux. Les espions s'approchèrent, fascinés. Le vieillard, sentant leur présence, se retourna lentement. Son sourire était calme, presque malicieux. Ses yeux bleus brillèrent d'une intelligence vive. « Ce n'est pas très poli d'espionner, » dit-il en posant son arrosoir. « Pourquoi ne pas venir vous présenter ?» Un silence de plomb tomba. Sinindal, d'habitude maître dans l'art du camouflage, sentit son cœur ralentir. Krix, pour la première fois de sa carrière, hésita à réagir. Le vieux Pete s'avança sans peur, les mains dans les poches. « Vous savez, » ajouta-t-il, « ici, on préfère la franchise. Si vous cherchez des réponses, il va falloir poser les bonnes questions. » Derrière lui, les plantes continuaient de croître, indifférentes aux troubles provoqués par les intrus. Le temps semblait suspendu, comme si l'air lui-même attendait la suite. Pour les espions, la frontière entre l'explicable et l'inconnu venait de s'effondrer. Ce qu'ils croyaient impossible n'était que le début, et la véritable nature des humains restait à découvrir. Les espions s'immobilisèrent, figés d'effroi, comme si le temps lui-même s'était arrêté autour d'eux. La brise jouait dans les branches du verger, soulevant un parfum d'herbes fraîches et de terre humide.
Krix, Sinindal, Kixtel et Mardok, tous vêtus de leur cape d'invisibilité, se tenaient à quelques mètres du vieil homme. Pourtant, Pete ne paraissait ni surpris ni menaçant. Il se pencha pour effleurer une tige de tomate, la caressant du bout des doigts. « N'ayez pas peur », dit Pete d'une voix tranquille, presque apaisante. « Votre présence rend les plantes nerveuses. » Krix, qui n'avait jamais vacillé face à un ennemi, sentit un frisson remonter le long de son échine. Il murmura incrédule. « Impossible. » Pete se tourna vers lui, son regard pétillant de malice et de patience. « Pas impossible, juste différent. Ici, nous sentons l'énergie vitale. Vos manteaux vous cachent des machines, pas de la conscience. » À cet instant, deux humains approchèrent, en discutant à voix basse, comme s'ils venaient saluer de vieux amis. Carlos Lopez, ouvrier du chantier, les mains couvertes de poussière, et Nancy Adams, l'allure décidée d'une pilote à la retraite, s'arrêtèrent auprès de Pete. Leur visage exprimait la curiosité sereine, sans trace d'hostilité. Nancy sourit, l'œil pétillant. « Bienvenue à New Texas. Vous venez pour affaires ou juste par curiosité ?» Sinindal, dont la forme tremblait d'incertitude, osa s'avancer d'un pas. « Comment pouvez-vous nous voir ?» Carlos éclata d'un rire franc, secouant la tête. « Vous pensez, vous ressentez. C'est plus évident que vous ne le croyez. » À mesure que les mots s'échangeaient, la lisière du champ s'animait. Des familles, des enfants, même un homme promenant un chien se rassemblaient. Nul ne semblait craintif. Au contraire, l'accueil était empreint d'une chaleur presque irréelle, leur curiosité dénuée de tout jugement. Nancy croisa les bras, posant sur eux un regard doux mais perçant. « Votre furtivité vous rend aveugle à nous, pas l'inverse. » Mardok, la voix rauque, brisa le silence. « Que êtes-vous exactement ?» Pete s'approcha, la barbe frémissante d'un sourire. « Nous sommes humains. La vraie question c'est, qu'êtes-vous prêts à comprendre ?» Un silence retomba, chargé de sens, où les bruissements des feuilles semblaient des murmures de secrets anciens. Puis, un petit garçon surgit du groupe, courant à perdre haleine. Bobby Clark, 8 ans, le visage maculé de poussière, serrait contre lui un lapin aux grandes oreilles. Il s'arrêta devant Sinindal, levant les yeux avec candeur. « Pourquoi vous vous cachez? Vous voulez voir mon lapin ?» Avant que Sinindal ne puisse reculer, Bobby tendit la main, effleurant sa cape. À ce contact, la technologie de camouflage vacilla, puis disparut dans une pluie de pixels translucides. La silhouette polymorphe de Sinindal apparut, légèrement déformée, comme si elle hésitait sur la forme à prendre. Un à un, les autres espions virent leur invisibilité céder, leurs corps exposés à la lumière du jour et au regard de la communauté humaine. Un souffle collectif d'étonnement parcourut la foule, suivi aussitôt d'un éclat de rire d'enfant. Bobby, ravi, montra son lapin à Sinindal. « Il s'appelle Rocket. Il adore les carottes. » Sinindal, pris au dépourvu, se pencha instinctivement. Le lapin renifla sa main, indifférent à la différence d'espèce. Pete tapota l'épaule de Krix, qui restait pétrifié, tentant de masquer son trouble derrière un masque de neutralité militaire. « Je crois qu'il est temps d'avoir une vraie conversation, » dit Pete. « Le maire Frank Davis vous attend pour le dîner. » Nancy hocha la tête, invitant les espions à la suivre. « Ici, tout le monde est le bienvenu, du moment qu'on vient sans malveillance. Venez, vous découvrirez que nos repas sont aussi chaleureux que nos mystères. » La foule s'écarta respectueusement pour laisser passer le petit groupe. Les espions, encore sonnés, se laissèrent de guider entre les rangées de pommiers et les sentiers de gravier. Les regards des humains n'étaient pas hostiles, mais emplis d'une curiosité attentive, d'une bienveillance qui désarmait les protocoles d'espionnage les mieux rodés. Kixtel, la voix à peine plus qu'un souffle, s'adressa à Sinindal. « Ils nous voient, ils nous sentent, mais je ne détecte toujours aucune technologie, rien qui explique ce qu'on vient d'observer. » Sinindal, encore sous le choc du contact de l'enfant, répondit à voix basse. « Je crois que la technologie n'est pas la réponse. Il y a autre chose ici, quelque chose de plus grand. » Mardok, dont la stature imposante attirait les regards émerveillés des enfants, scruta les visages autour de lui. Il sentit, pour la première fois,
la peur cédait la place à la fascination. Le cortège arriva bientôt à la lisière du village. Les maisons, de bois et de pierre, dégageaient une impression de simplicité authentique. Une odeur de pain chaud flottait dans l'air, et sous un porche, une vieille femme tricotait, saluant les nouveaux venus d'un sourire édenté. La place centrale se dessinait devant eux, animée par le marché du soir. Les étals débordaient de fruits, de légumes, de miel doré. Des enfants jouaient à la marelle et, non loin, un adolescent faisait tourner un ballon sur le bout de son doigt, en lévitation, sous les applaudissements des passants. Carlo s'approcha de Crix murmurant avec amitié. Ici, chacun a son talent. Mais le plus important, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Nancy, elle, se tourna vers Kixtel, attentive à la moindre réaction. Vous n'avez rien à craindre. Nos différences ne nous empêchent pas de partager un repas ou une histoire. Arrivé devant la grande bâtisse de la mairie, Pete s'arrêta, faisant signe à tout le monde de s'installer sur le perron. La porte s'ouvrit sur un homme massif, à la barbe poivre et sel, vêtu d'une chemise à carreaux. Frank Davis, maire de New Texas, afficha un sourire franc. « Vous voilà enfin !» lança-t-il d'une voix sonore. « J'espère que vous aimez le ragoût maison et les discussions franches. Entrez donc, je vous attendais. » Les espions, déboussolés, échangèrent un regard. Pour la première fois, la mission ne ressemblait plus à une opération secrète, mais à un passage vers l'inconnu. Les humains, loin de repousser l'intrusion, ouvraient leurs portes, leurs tables, et peut-être même leurs secrets. Pourtant, derrière chaque sourire, chaque geste d'accueil, une question plus vaste planait dans l'air du crépuscule. Jusqu'où la curiosité des espions les mènerait-elle? Et seraient-ils prêts à accepter ce qu'ils allaient découvrir? La lumière chaude du soir baignait le bureau du maire, filtré par les rideaux de toile et la patine du bois ancien. Sur le grand bureau, 2 tasses de café fumaient doucement. Frank Davis, la carrure d'un vieux fermier mais la voix douce, observait ses visiteurs avec un mélange d'empathie et de curiosité amusée. Face à lui, les 4 espions, habitués à la tension et au piège, paraissaient étrangement vulnérables. Leurs doigts tremblaient à peine alors qu'ils portaient la boisson à leurs lèvres. Frank brisa le silence d'un ton calme. « Nous savions que vous viendriez. Nous nous sommes préparés. » Crix, toujours droit, tenta de masquer sa surprise derrière un masque d'impassibilité. « Comment auriez-vous pu savoir? Notre furtivité est absolue. » Frank esquissa un sourire, puis secoua la tête avec douceur. « Votre technologie trompe les machines, pas les esprits. Tous les humains d'ici ont ressenti votre curiosité et votre peur. » Sinindal, la voix basse, hésitante. « Vous pouvez lire dans nos pensées. » Le maire eut un rire léger, presque triste. « Pas exactement. Nous percevons les émotions, les intentions, l'énergie de vie. C'est comme entendre un chant dans l'air. » Au même instant, la porte s'ouvrit. Une femme entra, cheveux argentés, regard vif, portant un vieux livre relié de cuir et un paquet de photos écornées. Dr Helen Carter, l'historienne, s'approcha sans hésitation. « J'ai apporté les archives, » annonça-t-elle. « L'histoire de nos 3 derniers siècles. » Elle posa le livre sur la table, l'ouvrit à la première page. Une photographie en noir et blanc montrait des humains fatigués, le regard hanté, les vêtements déchirés par le temps. Hélène expliqua, sa voix résonnant doucement dans la pièce. « Nous étions comme vous autrefois, dépendants de la technologie, persuadés que tout passait par elle. Puis, il y eut l'éveil. D'autres images passèrent sous les yeux des espions. Des coupures de journaux titrant sur des phénomènes étranges, des foules en état de choc, des enfants faisant léviter des objets, des adultes s'effondrant sous l'intensité de sensations inconnues. » Hélène tourna une page, révélant une photo d'une foule, les visages illuminés d'une lueur nouvelle. En moins de 50 ans, chaque humain développa des capacités psychiques. Nous pouvions déplacer la matière, ressentir les émotions, percevoir l'énergie de vie autour de nous. Kixtel, la voix tremblante d'incrédulité, murmura « C'est impossible. L'évolution prend des millions d'années. »
Hélène laissa glisser un sourire bienveillant. Ce n'est pas une question de génétique, c'est la conscience qui a évolué. Nous avons appris à nous connecter au champ quantique sous-jacent à la réalité. Frank prit une photo et la tendit aux espions. On y voyait une délégation extraterrestre rayonnante, entourée d'humains tout aussi enthousiastes. Mais le cliché suivant montrait ces mêmes visiteurs, dévastés, certains prostrés, d'autres fuyant la lumière. La dernière tentative de contact galactique, commenta Frank. Au début, tout le monde était heureux. Puis les mots sont venus, la confusion, les cauchemars. Hélène referma le livre avec délicatesse. Nous n'avons jamais voulu faire de mal. Nos capacités, alors incontrôlées, ont submergé l'esprit de nos invités. Ils sont repartis traumatisés. Frank reposa la photo, son regard plongé dans le passé. Voilà pourquoi nous nous sommes isolés. Pas par peur, mais pour protéger les autres. Il nous a fallu des générations pour apprendre à contrôler ce que nous sommes devenus. Un silence s'installa, chargé de sens. Les espions, bouleversés, se regardaient sans trouver de mots. Leur certitude vacillait. Le café refroidissait entre leurs mains. Frank, avec une compassion tranquille, les invita du regard à continuer la discussion. Mais déjà, une question brûlait dans leurs esprits. Si l'humanité avait franchi ce seuil, qu'y avait-il encore à découvrir derrière le voile de leurs propres limites? La nuit était tombée sur New Texas, enveloppant la ville d'un calme presque surnaturel. Dans le bureau du maire, la lumière douce des lampes diffusait une chaleur rassurante, contrastant avec l'atmosphère tendue qui régnait autour du bureau. Les espions étrangers, toujours secoués par les révélations du dîner, s'étaient regroupés près de la fenêtre, jetant des regards inquiets sur la place désormais silencieuse. La porte s'ouvrit sans bruit. Carlos, l'ouvrier au regard pétillant, entra, suivi de Nancy, la pilote à la retraite, et de Pete, le vieil homme au chapeau de paille. Chacun portait sur le visage une sérénité désarmante, comme s'ils étaient parfaitement à leur place dans cette scène improbable. Carlos s'approcha de la table, un stylo brisé dans la main. Il le posa devant les visiteurs, puis leva les yeux vers eux. « Je façonne la matière par l'intention », expliqua-t-il calmement. Sans un mot de plus, il fixa le stylo du regard. Sous les yeux ébahis des espions, le plastique se tordit, se modela, changeant d'état et de forme. En quelques secondes, l'objet ne ressemblait plus à un stylo, mais à un petit oiseau délicat, les ailes déployées, chaque plume sculptée avec une précision impossible à la main. Carlos tendit la sculpture à Murdoch, qui la prit avec des doigts tremblants. Nancy s'installa à côté de lui, croisant les bras sur la table. Nos vaisseaux naviguent grâce à la volonté collective, pas seulement avec des instruments, expliqua-t-elle d'un ton tranquille. Nous décidons ensemble de notre destination, et l'espace s'ouvre. Pete, s'appuyant sur sa canne, sourit doucement à Kixtel, qui semblait fasciné par la plante verte posée sur le rebord de la fenêtre. Je partage mon énergie vitale avec mes plantes, confia Pete. Elles grandissent, s'épanouissent, et parfois, elles me guérissent en retour. Un silence impressionné s'installa. Les espions échangeaient des regards, oscillant entre incrédulité et peur. Murdoch, la voix hésitante, osa poser la question qui brûlait les lèvres de tous. Comment la conscience peut-elle changer la matière? Ce que vous faites, ce n'est pas naturel. Hélène, l'historienne, gardait une posture sereine. Elle répondit avec une douceur qui n'était pas condescendante, mais emplie de certitude. La conscience est une force fondamentale, expliqua-t-elle. Le cerveau n'est pas seulement un organe de pensée, c'est une antenne. Les cerveaux humains sont devenus plus sensibles, capables d'influencer le champ quantique qui sous-tend la réalité. Frank hocha la tête, son regard plongé dans celui de Crix. Vous vous êtes prolongé par la technologie. Nous nous sommes prolongés par l'esprit. Un frisson parcourut Crix. Le commandant Zentari, pourtant entraîné à toute forme de danger, sentit l'angoisse serrer sa poitrine. Il s'éclaircit la gorge, sa voix rauque trahissant une nervosité inhabituelle. Sommes-nous en danger, simplement en étant ici? Frank posa une main rassurante sur la table,
Mais ces mots n'édulcorèrent pas la vérité. Il y a un certain danger, admit-il. Une exposition prolongée à nos capacités peut modifier l'esprit des étrangers. Nous vous renverrons bientôt chez vous, mais il fallait que vous sachiez. Nancy, posant une main sur l'épaule de Sinindal, ajouta avec douceur, « Nous ne cachons pas des armes. Nous cachons notre dévolution. L'isolement n'est pas une forteresse, c'est une mesure de précaution. » Sinindal, la voix fragile, laissa tomber la question qui pesait sur tous. Que se passe-t-il maintenant? Frank se leva, croisant les bras dans la lumière dorée. Vous repartez et partagez la vérité. Peut-être, si d'autres sont prêts, pourront nous enseigner ce que nous avons appris. L'univers est bien plus étrange et merveilleux que tout ce que nous avions imaginé. Les paroles résonnèrent dans la pièce, lourdes de promesses et de doutes. Les espions, encore sous le choc, comprenaient à présent que la plus grande menace n'était pas la puissance humaine, mais ce gouffre d'inconnu ouvert sous leur certitude. Dans ce bureau, alors que la nuit s'épaississait, les frontières entre l'ordinaire et l'extraordinaire s'effaçaient. La possibilité d'une nouvelle compréhension ou d'un péril inconnu flottait dans l'air, prête à bouleverser l'ordre galactique. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le retour des espions. La grande chambre du conseil de Nexus Prime, plus solennelle que jamais, résonnait d'un murmure grave. L'assemblée était historique. Sur les gradins, les représentants de dizaines de mondes, des délégations médicales en tenues argentées, et au centre, les groupes au cœur du tumulte. Les espions Krix, Sinindal, Mardok, Kixtel-Avend la mine pâle, fatigués, les tresses marquées par ce qu'ils avaient vu. En face, la délégation humaine avançait sans crainte, menée par l'ambassadrice Patricia Moore, la silhouette droite et la voix posée, flanquée de l'amiral Kevin Scott et de la docteure Angela Foster. La lumière des dômes projetait des halos sur les visages, accentuant la tension. Zaktar, figure centrale du conseil, ouvrit la séance, sa voix résonnant dans l'amphithéâtre. « Nous sommes réunis pour entendre le rapport de reconnaissance. » Krix s'avança, la voix plus humble qu'à son arrivée, chaque mot pesé comme une pierre précieuse. « Nous n'avons trouvé ni armes, ni technologie secrète. À la place, nous avons trouvé une espèce qui a dépassé ses propres limites physiques. » Un silence de plomb suivit. Velmoth, la scientifique Carrie, s'avança à son tour, ses multiples bras manipulant des images holographiques, des enregistrements, des diagrammes énigmatiques. « Voici les preuves, » expliqua-t-elle, sa voix vibrante. « Les humains manipulent de la matière par l'intention seule, perçoivent pensées et émotions, et perturbent nos technologies par leur simple présence. » Et ça... Les images défilaient. Un enfant faisant léviter une pierre, un adulte guérissant une plante. Des machines tombant en panne près d'un groupe humain. Ambassadrice Moore prit la parole, sereine. Nous interagissons directement avec le champ quantique. Nos gestes, nos pensées, influencent la réalité à son niveau le plus fondamental. Dans les gradins, un murmure d'incrédulité. Un ambassadeur de cristal, éclatant de 1000 facettes, se leva, la voix tintant comme une cloche de verre. « Impossible, la conscience ne peut pas affecter la mécanique quantique. » Angela Foster, le regard malicieux, répondit avec calme. « Votre science vous limite. Conscience et physique ne sont pas deux systèmes distincts. Elles forment un tout. » L'amiral Scott s'avança, brandissant un petit appareil. Il le posa sur la console centrale. Un souffle silencieux parcourut la salle. Brusquement, toutes les armes de la station s'éteignirent. Les moniteurs virèrent au noir, les alarmes restèrent muettes. 30 secondes s'écoulèrent, dans une tension à couper au couteau. Puis tout revint à la normale. Jorik, l'imposant capitaine Zantari, bondit de son siège, la voix grondante. « Est-ce une menace ?» Moore répondit sans élever le ton, chaque mot empreint d'une sincérité désarmante. « Non, nous vous protégeons de notre présence. Ce n'est pas le verdict des représentants à ses côtés. Autour de les échanges sur les places. Il ne s'agit à mesure Jorik à Haven
cylindre sur la grande. Laissez-la unie dans les croisées.